Passons maintenant à la table ronde de la Suède. Notre premier intervenant sera M. Ingvar Persson, qui travaille pour le Conseil suédois pour les déchets nucléaires en tant qu'expert juridique. Dans ma présentation, je vais d'abord mentionner quelques points importants à propos de la Convention Aarhus et comment est-ce qu'elle a été mise en place en Suède. Et en conclusion, je vous donnerai un rapport sur un retour d'expérience lié au permis en cours pour sélectionner un site de dépôt final. Et Bert Hedberg passera après moi pour vous donner plus de détails. J'aimerais commencer avec un petit rappel pour donner un contexte rapidement. Voici les opportunités que nous a données cette convention. À nous, au public, au général, et en particulier au mouvement environnementaliste. La convention Aarhus, avant elle, dans cette convention, les problèmes de procédures légaux ont toujours été une question nationale. Le droit du public de participer aux décisions, à la prise de décision, n'avait pas été réglementé. Pas énormément par la loi internationale auparavant. Donc, dans cette obscurité, il y a eu des rayons de lumière, comme par exemple la Convention nordique de protection de l'environnement, qui est un accord régional entre les pays scandinaves nordiques sur les questions environnementales. Cela a changé avec la déclaration de Rio. Bien que la Convention ne soit pas contraignante légalement, l'article 10 de cette Convention dit que les questions environnementales doivent inclure la participation de tous les publics, y compris la participation au processus de décision. Et il y a eu 13 nations qui ont commencé à négocier le contenu et l'étendue de cette convention Aarhus. Sur la diapositive suivante, cette convention Aarhus est un nouveau type de convention environnementale. Elle protège les droits humains et protège l'environnement. Elle est basée, comme indiqué ici, et comme on l'a déjà mentionné, sur 3 piliers différents. Le droit du public à l'information sur les problèmes environnementaux, son droit de participer au processus de décision et son accès à la justice sur les questions environnementales. Là, les articles 9.2 et 9.3 en particulier de la Convention établissent les droits d'organisations environnementales de parler et c'est en particulier l'article 9.2 qui donne à ces organisations pour l'environnement le droit d'avoir accès à la justice et décrivent exactement leurs droits d'action, y compris les actions et les omissions commises par les autorités, s'il y en a. L'article 9.3 est une disposition pour l'accès de ces organisations environnementales, pour passer en revue les décisions des autorités et leurs omissions en ce qui concerne la supervision et sa capacité d'agir directement contre un exploitant, un opérateur, via un processus civil. Le but de la Convention, c'est de contribuer à protéger les générations actuelles et futures, leurs droits, le droit de ces générations
à avoir un bon environnement. La Convention Aarhus a été mise en place et établie dans la loi suédoise en 2005. Les droits que cette convention donne au public étaient déjà garantis par la loi suédoise et les organisations environnementalistes ont désormais le droit, un droit d'appel contre les jugements et décisions sur les permis et les approbations concernant les activités dangereuses pour l'environnement. Il y a des exemptions pour la protection de certaines régions et en plus de ce droit à des exemptions, il a un droit de décision sur les mesures liées à la supervision des autorités. Ce qui est requis, c'est que les associations à but non lucratif avec le but principal de protéger la conservation de la nature ou les intérêts de protection de l'environnement. Et depuis au moins 3 ans, les opérations se mènent en Suède avec au moins 100 membres, ce qui montre que cette organisation a le soutien du public. Les prérequis pour toutes les activités spécifiées dans la Convention sont en fait une extension de certaines lois suédoises, comme le code environnemental et le code des régions, la loi sur les routes et la loi sur l'aviation civile et sur les minéraux. Bien, ce sont des provisions dans la Convention qui dit que il y a certaines de ces provisions qui n'étaient pas présentes dans la loi suédoise. En particulier, pas de disposition sur le droit des organismes environnementaux pour avoir le droit de demander qu'on reconsidère l'accord d'un permis. Et c'est possible dans le cadre de la Convention désormais. Un autre exemple, la Convention Aarhus n'avait pas été implémentée dans la loi sur la gestion suédoise des forêts, ce qui a amené à des cas dans lesquels les organisations environnementales n'ont pas eu le droit de faire appel à une décision des autorités forestières. La décision de nier aux organisations environnementales le droit d'appel a été poursuivie et a été remontée jusqu'à la Cour administrative suprême de Suède, car ce droit pour le droit de regard sur les forêts n'avait pas été accordé. Alors, la Cour suprême administrative a conclu que la Convention Aarhus devrait être appliquée dans ce cas et donner à ces organisations environnementales droit d'appel en ce qui concerne la gestion des forêts. La Cour a référé à la Cour européenne de justice dans un cas particulier spécifique qui a dit que lorsque les dispositions de la Convention peuvent être appliquées, dans les deux situations que ce soit sous les lois du pays ou les lois de l'Union européenne, s'il y a une façon uniforme et indépendante selon les circonstances d'application. Ceci est pour garantir l'accès à des remèdes effectifs que le public pourrait demander en accord avec la Convention Aarhus. Et la Cour a décidé que la loi de l'Union européenne est au-dessus de la loi nationale d'après ce principe de précédence. Sur la diapositive suivante, je vous prie,
les expériences suédoises basées sur le planning de recherche d'un site définitif pour les combustibles usés. J'aimerais mentionner quelque chose sur le processus en cours qui a commencé en 2011 sur les permis pour trouver un site définitif de combustible usé. On a commencé en 1973 en connexion avec les centrales atomiques suédoises. Et il y a également de petites quantités de MOX usées venant d'Allemagne qui pourraient être stockées dans ces dépôts. À mon opinion, durant les processus pour accorder les permis, ces discussions ont été une excellente opportunité de discussion pour les organisations environnementales. Alors, en résumé, voici quelles sont les opportunités qui ont permis de présenter nos vues. Elles sont ici à l'écran. Vous pourriez dire que le processus en est arrivé à la moitié. Et le gouvernement a la décision, mais les deux corps consultatifs les plus importants, la Cour de justice sur l'environnement et le pays, peut statuer sur la façon dont on encapsule les déchets et si les conditions sont suffisantes en termes de construction du site de dépôt final. Donc, il y a deux approches opposées et deux opinions opposées dans ce procès. Et le conseil local de la ville a un droit de veto contre le demandeur de permis. Et en Suède, le conseil local de la ville a accepté la construction de ce dépôt définitif. C'est ce que j'avais à dire et nous pouvons continuer plus en détail dans la description de cette recherche de suite en Suède. Nous vous remercions beaucoup pour votre introduction à cette situation suédoise. Ben Hedberg vient de m'écrire pour dire que il est membre de la SSM, la Swedish Radiation Safety Authority, l'autorité de sécurité, et sur le plan des déchets, il vient de m'informer qu'il a été obligé de changer d'ordinateur pour un problème technique. Donc, on ne va pas pouvoir voir son visage, ce qui est dommage car il a ce merveilleux sourire suédois, mais il faudra le deviner en l'écoutant. Il va nous donner un peu de background, de contexte. Alors, je vais expliquer un peu plus de détails sur l'implémentation pratique et la participation. Alors, voici la scène et les prérequis, les exigences initiales. En Suède, pour avoir une licence, un permis pour un réacteur nucléaire, la loi dit qu'il faut être capable de gérer les combustibles nucléaires usés et les déchets et de manière conjointe, tous les demandants doivent resoumettre un programme de recherche et de développement. Il est important de dire que ces licenciés collaborent de manière volontaire. À droite, vous voyez le système qui est en cours de développement. Et sur la diapositive suivante, je vais
insister sur ce qui est important pour cette table ronde, qui est les processus d'accord de licence. Il y a deux processus. Un, pour établir un système pour gérer les combustibles usés dans un dépôt qui devrait être installé dans la municipalité de Östhammar, et une autre usine, installation d'encapsulation qui devrait être construite dans la municipalité de Oskarshamn, que vous voyez sur la carte de Suède. Et il y a également un processus d'accord de licence et de permis pour étendre le dépôt existant pour les déchets à faible durée de vie, ce qui peut être utile pour les démantèlements. Alors, ici, nous présentons les éléments principaux pour la participation du public. Et un élément très important, c'est le droit d'accès à l'information du public, qui date de 1766, donc depuis très longtemps. Deuxième point, le programme des propriétaires de réacteurs, le programme de recherche et développement doit être soumis tous les 3 ans à beaucoup d'ayants part, universités, etc. Les études, les EIA, les EIE et les consultations sont obligatoires d'après le code environnemental, les études d'impact environnemental. Un autre élément, c'est que l'accord de licence sous ce code environnemental est ouvert au public et à toutes ces organisations prenant part. Ils peuvent soumettre des commentaires écrits et participer aux auditions. Et un élément très important, c'est que les municipalités ont droit de veto contre les décisions gouvernementales d'accord de licence. Il y a une possibilité formelle, légale, qu'a le gouvernement pour passer outre à ce veto, si justifié. Mais on ne s'attend pas à ce que cela soit employé. Et l'un des éléments les plus importants, ce sont les dispositions pour le soutien financier des municipalités et des ONG. Alors, voici le processus, voici le déroulement pour accorder des licences. Comme je l'ai mentionné, il y a 2 processus coordonnés et parallèles. Un sous l'égide du Code environnemental, très étroitement lié aux prérequis de la Convention Arhus, et un autre sous la loi, sous l'égide de la loi sur les activités nucléaires, à ce qui concerne la protection contre les radiations. SKB a été soumis en 2017 et il y a eu deux demandes, une à la Cour d'environnement et une aux autorités de réglementation de la radiation. Et ces 2 cours ont soumis leurs conclusions au gouvernement et c'est le gouvernement qui maintenant a entamé le processus de décider d'accorder ou non la licence sous la férule des 2 lois. Le principe ici, c'est qu'après la décision d'accorder licence par le gouvernement, alors ils vont demander aux municipalités s'ils l'acceptent, s'ils l'autorisent ou non, s'ils veulent utiliser leur veto ou non. Les municipalités ont déjà, il faut le dire, annoncé qu'ils n'emploieraient pas leur veto et accepteraient les installations une fois que le gouvernement aura accordé ses licences. Ceci fait, les demandeurs, les requérants, tout problème sera réglé par les réglementations, le régulateur, pour la mise en place. Une des choses qui a été discutée et qui est très important à comprendre, c'est que toutes les exigences doivent être observées dans le processus d'accord de licence.
Il faut une conformité et on voit que ce processus continuel est basé sur une liste de points spécifiques pour vérifier les spécifications au fil de la construction et au fil des opérations. Et ce processus n'est pas spécifique aux installations nucléaires. C'est un principe qui est utilisé dans chaque infrastructure, dans chaque programme de grande envergure. Alors, je vais vous donner quelques exemples de participation du public. Et les acteurs principaux dans le système suédois, ce sont les implémentateurs, parce qu'ils sont responsables de la mise en route des activités nécessaires et l'établissement des installations nécessaires. SKB s'est engagé dans des dialogues pré-licence et dans des consultations avant l'accord de licence, durant la sélection des sites, durant les étapes d'investigation. Et il est important de dire ici que ce processus de sélection du site de dépôt a été basé sur une participation volontaire des municipalités. SKB a également établi des bureaux locaux dans les municipalités candidates et mener beaucoup d'interactions et beaucoup de discussions ouvertes. Par la suite, les autres acteurs les plus importants sont les municipalités qui pourraient avoir des installations nucléaires à l'avenir. Oskarshamn et Oskarshamn ont reçu des financements de l'État depuis le début des années 90 et par conséquent, c'est possible pour eux d'accumuler et de créer la compétence locale avec des groupes de revues, des groupes de recherche et développement pour donner l'information et dialogue à l'intérieur de ces municipalités. Et il faut également mentionner qu'il y a une coopération bien établie entre ces municipalités. Sur la diapositive suivante, en ce qui concerne la SSM, l'autorité suédoise de sécurité anti-radiation, nous ne sommes pas responsables de la, disons, promotion de l'implémentation de l'installation nucléaire. C'est une responsabilité de l'implémenteur. C'est celui qui a conduit le projet de réacteur. Mais nous sommes impliqués au sens où nous sommes responsables de passer en revue le programme de recherche et développement et ainsi que les consultations sur le sujet et sur les demandes, les candidatures pour licence. Et nous interagissons avec toutes les parties prenantes, surtout à la demande de l'extérieur. Donc, nous ne sommes pas très actifs nous-mêmes dans la promotion ou l'établissement de meetings d'information ou de dialogue, sauf si on nous le demande. Une autre autorité très importante, c'est le Swiss National Council for Nuclear Waste, le Conseil national suédois pour les déchets nucléaires. C'est un organisme indépendant qui conseille le gouvernement et qui est composé de 11 membres avec grande connaissances scientifiques, sciences naturelles, technologies, sciences sociales, et ils organisent des séminaires, des publications sur des questions spécifiques. Et ils ont une fonction très importante en tant qu'organisation indépendante. Et lorsque nous arrivons à la participation des ONG, quand Ingmar l'a dit, les provisions de la Convention Artus ont été mises en œuvre dans le cadre suédois pour encourager la participation dans le processus d'autorisation. Et depuis 2005, il y a eu des dispositifs pour le financement de ces activités, initialement limité à la participation, la consultation préalable à l'octroi de la licence prévue dans le système GRABUS 3, mais depuis 2017, il y a des dispositifs autres
et, un périmètre plus large pour la participation des ONG. Ils ont pris part active dans grand nombre de réunions consultatives et ont été très impliqués dans la coopération internationale. Pour conclure, l'expérience de notre côté, afin d'avoir un dialogue et une participation réussie, il y a besoin de clairement définir les rôles et les responsabilités des parties prenantes. Il faut également financer la participation de ces instances, de ces organisations qui ne sont pas directement responsables pour ces activités. Et cela prend du temps. ESCAP a pris 30 ans pour arriver au point où nous en sommes aujourd'hui. Et basé sur les discussions que nous avons eues au préalable, je dois dire que la Suède a échoué il y a longtemps. Nous avions un processus qui n'était pas adéquat et à la suite de cet échec, ESCAB a mis sur pied un processus très bien défini, beaucoup plus clairement défini. Et donc, 30 ans plus tard, il y a un processus en place concernant la sélection des sites de stockage. Alors, il y a quand même des défis qui se présentent à nous. Maintenir un bon dialogue avec les parties prenantes tout en préservant l'intégrité. L'autre défi, c'est comment communiquer les risques au public et également de prendre en compte tous les points de vue différents afin de maintenir un esprit, une ambiance de confiance. Est également un défi pour les communautés de maintenir l'intérêt. 30 années d'interaction et de consultation d'informations peut être perçu comme étant assez lourd pour certaines instances. Et l'autre aspect qui est important, c'est la gestion des compétences. Parce qu'il pourrait y avoir une perte d'attrait pour le travail dans le secteur nucléaire, tant du point de vue des responsables de la mise en œuvre que celui des régulateurs, et également pour les ONG, il pourrait y avoir un problème de maintenir l'intérêt pour ce genre de travail. Et voilà, j'en viens à ma conclusion. J'ai indiqué ici quels sont les indicateurs pour un dialogue réussi. Et pour une majorité du grand public, dans les municipalités d'Oskarshamn et d'Oskarshamn, n'a aucune objection à accueillir un dépôt de combustible iranien. Et les deux municipalités ont décidé d'accepter d'accueillir les installations avant même de se voir offrir la possibilité d'opposer leur veto à une décision du gouvernement. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Et j'aimerais demander à Johan Schwan, qui est président de MKG, le secrétariat de l'ONG pour les déchets radioactifs en Suède, un des deux groupes qui représentent les ONG et qui articule les efforts des différentes ONG dans le secteur en Suède. Johan, la parole est à vous. Je vais vous donner le point de vue des ONG concernant la participation de la société civile dans les débats. Je vais vous parler d'MKG très brièvement. Et vous avez entendu parler de ce processus, mais je vais rajouter quelques points
parce qu'il était important de parler des 4 autres points concernant l'accès à l'information, l'accès à la participation publique, l'accès à la justice et aux ressources dans le contexte suédois. Alors, MKG a été créé en 2004 et travaille avec sur le Nuclear Waste Review et l'accès à un budget gouvernemental est géré par le régulateur, fait partie des 2 organisations les plus importantes en Suède, avec 237 000 membres. Et depuis quelques années, le deuxième organisme, c'est les Amis de la Terre en Suède, avec 2500 membres, avec un budget de 200 000 € et font partie d'une organisation qui s'appelle MELCAS. Est impliqué dans différents travaux au niveau national. Alors, les décisions, le processus de décision important en Suède concerne le choix des sites de dépôt. Et SKB a développé ce système depuis les années 80 et il y a un programme de recherche et développement obligatoire et il y a aussi SKB au début des années 2000 a démarré un processus de consultation qui a été finalisé en 2010 et ensuite une demande de licence a été soumise à la Cour environnementale. Entre 2011 et 2016, la Cour et la SSM ont effectué une évaluation qui a terminé en 2017. Il y a une audience de la Cour environnementale et en janvier 2018, la Cour a émis son opinion, sa recommandation en faveur d'une l'octroiement d'une licence, mais il y avait quelques problèmes concernant la qualité des conteneurs en cuivre parce qu'il y avait des problèmes de corrosion qui ont dû être résolus. Le gouvernement est en train de réévaluer la demande de licence et a demandé des informations complémentaires de la part de SKB. Alors, je vous ai dit que tout ceci s'est passé il y a longtemps. Si la loi constitutionnelle dit que le public a accès à des informations de la part des instances publiques, des cours et des départements gouvernementaux, il doit être facile à accéder ou recevoir des informations de ces différentes instances, surtout lorsqu'elles communiquent avec des acteurs externes. Alors, en ce qui concerne la gestion des déchets, la responsabilité de recherche et développement incombe aux opérateurs. SKB est une société privée, il n'y a pas de droit aux informations des acteurs responsables de la gestion de déchets en Suède. Donc, cela pose un problème. Cela paraît un système qui convient, mais il y a quand même ce souci d'accès à certaines informations. Alors, et cela peut requérir la demande ou l'exigence par de la Cour. Donc, ils n'ont pas, il n'y a aucune incitation à SKB de fournir toutes les informations concernant la recherche et le développement. Alors, il y a une longue tradition en Suède de conduire des consultations publiques pour toute question de décision de gouvernement. Donc, le programme de recherche et développement est requise et il y a
une consultation et il y a un suivi de la part du gouvernement. Et dans le processus de consultation, toute personne peut contribuer, même les particuliers. Mais le processus est surtout géré ou dirigé par les agences gouvernementales et les municipalités concernées. Alors, il y a dans la loi sur l'environnement, il est prévu qu'il y a nécessité de poursuivre une consultation SKB a donc conduite des procédures de consultation depuis 2002 et 2010. Je suis d'accord avec Ben et que c'était une procédure qui était assez longue dans laquelle ils étaient engagés. En même temps, le conseil consultatif a eu des réunions avec le gouvernement pour discuter des différents aspects importants avec les ONG et les municipalités. Et cela a permis de travailler sur des sites alternatives et aussi de travailler sur le problème technique de corrosion de cuivre. Après que SKB ait demandé licence en 2011, la Cour environnementale a conduit un processus de consultation et ce procédure de consultation demande des commentaires et aussi des informations complémentaires. Et le suivi SSM interne est une procédure fermée. Étant donné que la procédure de consultation gérée par la Cour est plus ouverte, cela permet des commentaires sur les réponses de SKB. Alors, la Cour a décidé que ce processus d'échange ne fournit pas suffisamment d'informations nouvelles. Et donc, les délibérations doivent être terminées en audience de la Cour. Et cela a eu lieu pendant 5 semaines en 2017. Il y a eu 2 semaines dans un site et 3 semaines à Stockholm. Donc, l'audience est très formelle, mais il y a la possibilité pour tout intervenant de faire ses commentaires. Il y a aussi la possibilité d'avoir des échanges avec les experts de SKB et des scientifiques spécialisés sur les questions de corrosion. Le gouvernement a également ouvert une procédure de consultation lors de son évaluation de la demande. Alors, accès à la justice. Comme Ingmar l'a dit, la Suède a incorporé les 3 piliers de la Convention Aarhus dans leur législation environnementale. Cela veut dire qu'il faut assurer que le processus de consultation a lieu en bonne et due forme et que toutes les questions, les problèmes sont pris en compte lors des évaluations. Les communautés ou les municipalités sont impliquées. Ils sont impliqués dans la décision de choix de site de dépôt et on a droit de veto jusqu'à ce que le gouvernement ait donné sa décision, son avis. Il est possible pour les particuliers impactés au niveau local ainsi que les ONG peuvent faire appel aux cours environnementales, mais n'ont pas le droit d'émettre une opinion auprès du gouvernement. Les décisions gouvernementales, on peut en faire appel, mais tout appel de ce type
sont un moyen de vérifier que les décisions du gouvernement sont faites en bonne et due forme. Alors, l'accès aux ressources. La Suède a un système de financement développé pour la gestion des déchets radioactifs et SKB et SSM et le Conseil sont financés par ce fonds pour la gestion des déchets. Et les municipalités d'Osterhammar et Oskarshamn ont également accès à des ressources, peuvent avoir jusqu'à 500 000 € par an. Ce ne sont pas des indemnités. L'industrie nucléaire a un autre système de financement pour tout ce qui est indemnisation. Alors, entre 2005 et 2017, les ONG ont également reçu des financements pour la gestion des déchets nucléaires et les bénéficiaires ont été Milkas, par exemple, et MKJ, et le mouvement suédois antinucléaire. Les ressources pour les municipalités et les ONG sont gérées par SSM, mais plus récemment, le système de financement a été géré par le Bureau national suédois de la dette. Et après 2017, financement venant pour les ONG viennent des fonds de l'État et représente environ 300 000 € par an. Il y a une proposition de donner d'autres fonds aux ONG. La municipalité d'Ostamar utilise une partie de leur financement pour financer un ONG local qui s'appelle OSS. Donc, voilà, j'en ai terminé. Ici, vous voyez le site où il y a d'autres informations sur les travaux de MKG. Alors, j'ai également une intervention concernant comment gérer ce système d'échange et de dialogue. Mais je laisserai cette partie de présentation dans les mains des organisateurs pour qu'ils puissent le rendre disponible aux participants de la conférence par la suite. Nous avons eu deux séries de présentations et nous avons 25 minutes pour les questions et les réponses. Alors, une des questions. La plupart des participants dans des projets à long terme qui sont des projets sensibles, la consultation seule ne suffit pas et il faudrait qu'il y ait l'intégration de leurs commentaires et suggestions. Comment, M. Vondrovich, comment les suggestions faites par les parties prenantes comment sont-elles prises en compte? C'est une très bonne question et merci de m'avoir posé cette question. J'aimerais simplement dire que c'est un défi à relever parce qu'il faut respecter tous les points de vue des municipalités et des parties prenantes, même si elles sont négatives. Et c'est notre responsabilité dans la gestion des projets. Il faut donc bien prendre en compte ces responsabilités. Donc, ce n'est pas une tâche facile, je dois l'avouer. Nous avons une bonne expérience avec le conseil d'expertise pour l'évaluation des sites.
et en répondant aux commentaires techniques et que nous avons pris en compte et les discussions concernant ces questions techniques, certains donc nous avons accepté, d'autres qui n'étaient pas recevables, mais nous avons bien argumenté tous ces points. Concernant, est-ce qu'on peut vous demander s'il y a une possibilité de revenir sur un certain nombre de questions une fois que vous avez donné une réponse concernant un commentaire ou une remise en question? Est-ce qu'il y a une procédure qui permet de faire appel à vos réponses? À mon niveau, nous sommes responsables pour la sécurité et pour d'autres questions. Et nous avons la responsabilité, nous devons accepter un certain nombre de commentaires et d'objections parce que cela est notre responsabilité. Mais ce que nous tentons de faire, c'est de nous assurer que nous soyons à même de répondre aux objections, mais la décision finale est avec nous et nous devons, au niveau technique, nous assurer que toute objection soit bien fondée sur les bases techniques. Merci. J'aimerais savoir, peut-être si on compare à la situation en Suède, qui est responsable? Est-ce que c'est SKB seul qui est responsable ou est-ce que c'est une responsabilité partagée? Lucas nous a expliqué qu'ils reçoivent des commentaires et qu'il répondait à ces commentaires, ces questions, mais que finalement, c'est l'agence gouvernementale autorisée de prendre les décisions basées sur les faits techniques. Alors, est-ce que c'est le cas avec SKB? Est-ce que c'est SKB qui détient la responsabilité finale en matière de réponse à des objections, des commentaires techniques? Est-ce qu'on parle des commentaires ou des interventions des parties prenantes? Oui. Oui, concernant les parties prenantes, mais aussi les décisions. Mais je dois dire que cela dépend de la situation au niveau des différentes nations. Dans le cas de la Suède, je pense que c'est relativement simple parce que la responsabilité réside avec les exploitants et ils agissent en tant qu'organisation privée. Et ils n'ont pas un impact sur les décisions prises en plus ou en dehors de faire une demande. Alors, la prise en compte des commentaires des municipalités ou des ONG est la responsabilité du régulateur. Très bien. Une autre question, Bengt, plus une question de clarification. Vous avez parlé des demandeurs, des requérants. Qui sont les requérants exactement? Dans votre diapositive numéro 6, j'ai utilisé le mot anglais applicant, requérant ou demandeur. Ah oui, j'ai dit ce sont des exemples d'application pratique de la participation publique. Je suis désolé, c'était mon expression anglaise. Oh, aucun problème. Maintenant, c'est au moins clarifié, mais il reste une question pour vous, donc restez avec nous et c'est une question qui sera qui devra être discutée plus amplement, je suppose, par la suite. En ce qui concerne la participation du public, les photos que vous nous avez montrées, Henrik Frank demande
Vous voyez qu'il y a des travaux d'experts présentés aux citoyens dans une série de questions-réponses, mais est-ce qu'il y a également des présentations du point de vue des citoyens et des discussions dans l'autre sens, donc des non-experts qui parlent aux experts? Oui, je dirais qu'il y a de telles possibilités, principalement durant la consultation initiale avant l'accord de licence, en suivant le code environnemental. Toute personne peut poser une question à SKB, qui est celui qui propose, mais également des questions aux autorités de réglementation. Il y a également d'autres meetings, le programme de recherche et développement, le programme RD&D. Il est revu en détail, car nous l'envoyons, et il y a une réunion qui est faite avec toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées, et ils peuvent expliquer. Est-ce que ça va au-delà des questions? Est-ce qu'on peut, et s'ils exigent une proposition, est-ce que ça peut avoir lieu? Tout peut être proposé. Et ensuite, c'est l'autorité de réglementation qui prendra cela en considération pour prendre une décision justifiée, soit pour accepter quelque chose ou le rejeter en expliquant pourquoi. Il y avait quelques questions qui nous sont arrivées concernant, je suppose, c'est Stupic. Il y a eu une question qui venait de, je suppose que c'est sur ce sujet, une question venant de Delwan qui voudrait savoir s'il y a un seuil pour les déchets de faible activité, au-delà duquel ils peuvent être recyclés et traités comme des matériaux conventionnels. Et il y a aussi une question sur l'évaluation d'impact sur l'environnement. Est-ce qu'elle est faite en ce qui concerne les métaux à très basse radioactivité? Car c'est maintenant requis par l'EDF, une exigence d'EDF. Et qui ici pourrait répondre à cette question? Moi, Johan. Oui. Oui, assurément. J'ai également écrit une réponse sur le sujet. Oder Cycle, c'est un réacteur de fusion. Ils ont des métaux et de l'acier qui est relargué d'après les réglementations, les critères de réglementation de l'Union européenne. Leur problème là-bas, c'est que il n'y a pas en Suède d'installation qui peut gérer ces métaux. Ce sont des déchets, on ne savons pas où ils vont parce que SSM, l'autorité de réglementation, a classifié toute cette information. C'est secret, donc il est impossible de savoir où va cet acier. Probablement quelque part en Europe pour fusion. Merci. Une autre question pour Bengt Hedberg de Jean Prairie qui se demande pourquoi est-ce que SSM, après avoir recommandé la requête au gouvernement suédois, donc c'est SSM qui recommande la requête pour un stockage pour les déchets à haute activité. Et pourquoi est-ce que c'est toujours SSM qui passe en revue ce qu'a demandé SKB sur la corrosion du cuivre? On pourrait s'attendre, dit-il, à l'avance que SSM va trouver cela satisfaisant, puisqu'il a déjà fait une recommandation au gouvernement suédois. Ou est-ce que je me trompe, demande-t-elle. Je trouve que c'est difficile de lire la question, de la trouver, mais c'est un peu difficile à expliquer, mais les problèmes environnementaux généraux sont réglementés par le code environnemental. Et les activités nucléaires et la loi de protection
radiologique ne concerne que la radiation nucléaire. Donc, lorsqu'on libère des nucléides dans l'environnement, cette loi est concernée. Comme nous l'avons expliqué, il y a un processus d'accord de licence en parallèle entre les deux codes environnementaux et activités nucléaires. Dans une situation idéale, nous aurions une parfaite division ou responsabilité séparée entre les deux pour éviter toute confusion, mais ça n'est pas le cas. Et la Cour d'environnement a le droit d'évaluer également les problèmes qui tombent sous sa coupe, bien que ce soit des problèmes nucléaires. Donc, ce qui se passe en pratique, et c'est ma compréhension de ce qui s'est passé. Je n'affirme pas que c'est absolument certain, parce que je n'ai pas été impliqué dans le détail, mais SSM a beaucoup d'experts et a passé en revue les problèmes de corrosion du cuivre à Hostrok depuis longtemps. Basé sur l'information sur des sites, sur de la loi sur la sécurité nucléaire, on a décidé que la perspective que la loi sur les activités nucléaires, cette application était suffisante, cette requête est suffisante. Donc, on a soumis au gouvernement qu'on recommandait au gouvernement d'accorder licence. Ces processus se déroulent en parallèle, ceci dit. Donc, la Cour d'environnementale a émis une opinion au même moment que nous ne connaissions pas. Donc, quand ils ont décidé d'aborder également des éléments qui, normalement, ne tomberaient que sous le coup de la loi des activités nucléaires, et leur conclusion à eux a été différente. Et je pense que c'est très important de comprendre également que cette décision de cour n'était pas une recommandation pour refuser la licence, mais elle contenait deux éléments. D'abord, une recommandation d'accorder un permis pour l'installation d'Oskarsham d'encapsulation, et l'autre recommandation était de dire au gouvernement que le dépôt d'Ostamar de combustible usé devrait être autorisé sous réserve que SKB fournisse des informations supplémentaires sur le problème de la corrosion du cuivre. Le gouvernement a alors demandé à SKB de soumettre ces informations. SKB l'a fait et le gouvernement a demandé à SSM de passer en revue ces documents, ce que SSM a fait. Et de la perspective du point de vue des autorités de réglementation nucléaire, les documents fournis ne contenaient rien qui changerait le jugement d'SSM. Aussi, SSM a dit au gouvernement que nous trouvons ces suppléments satisfaisants. Mais c'est une situation compliquée, effectivement, parce que nous avons deux processus d'accord de licence en parallèle. Ils se recouvrent et il est possible d'avoir des jugements opposés ou différents. Would you like to react on that still, Johan? Johan, voudriez-vous y réagir, Johan? Oui. Eh bien, ça a été bien décrit, je pense. Peut-être que Bert n'a pas mentionné qu'il y a des opinions scientifiques critiques dans les cercles suédois sur la corrosion. Ils sont inquiets sur le fait que SKB ne fait pas le travail sur la corrosion du cuivre comme il faut. C'est un souci. Et une partie de la revue de SSM sur les documents supplémentaires ont été passés en revue par des chercheurs de l'OSF Technology, l'Institut Technologie, mais SSM n'a pas pris leurs remarques en compte du tout.
lorsqu'ils ont dit au gouvernement qu'ils pensaient que les informations supplémentaires étaient suffisantes. Mais je suis aussi d'accord avec Bengt. Il n'y avait pas d'informations à ajouter par SKB, pas beaucoup. Et je me demande ce que pense la Cour actuellement. Mais naturellement, nous verrons ce que dira le gouvernement. Donc, j'aimerais également rapidement dire qu'il y a eu un développement dans lequel une expérience, l'expérience LOOT à SP, où on a essayé de retrouver deux paquets expérimentaux qui dataient de 20 ans. Et maintenant, ces informations qu'on va en tirer vont nous montrer si cette corrosion, si ces données de corrosion dans ces deux expériences qui ont duré 20 ans vont influencer, si les résultats sur la corrosion vont influencer la décision du gouvernement et les autorités de réglementation ont le devoir de passer ces résultats de corrosion en revue. Et ils sont toujours en train de continuer une consultation avec notamment des experts de Grande-Bretagne sur le sujet. Donc, c'est une question d'interprétation des résultats. C'est de la science fondamentale, donc ça devrait pas être. C'est de la science, donc ça ne devrait pas être si difficile à décider, mais avec les bases légales, ils ne peuvent pas réellement demander toute l'information que détient SKB, parce que SKB n'a aucune obligation légale de fournir, disons, tous leurs résultats, tous les résultats qui sont disponibles. Je pense que c'est ce qu'on a vu du point de vue de M4G. Et ces résultats qui ont été rapportés, on a vu qu'ils n'étaient pas assez satisfaisants du point de vue des bases scientifiques. Il reste des questions, beaucoup de questions qui nous arrivent. Et j'aimerais en passer deux en revue avant notre pause. Yann, ici Bengt, puis-je dire que je ne vais pas discuter sur ce point, mais juste dire que c'est dommage que les représentants de SKB ne soient pas avec nous parce que ça aurait pu nous donner quelques éclaircissements. Je ne vais pas continuer la discussion parce que ça pourrait donner l'impression que je défends SKB alors que je n'ai jamais été impliqué dans les détails de ces questions, mais la discussion reste ouverte. Mais afin d'avoir une discussion légitime et loyale, je pense qu'il faudrait que SKB en fasse partie. Merci. Oui, et ce n'est pas une discussion que nous menons sur cette plateforme, c'était plus un survol pour voir une vue d'ensemble pour que les gens présents ici nous disent quelles sont les discussions qui sont en train de se dérouler dans les différents pays. Et Ingvar, il est probable que vous êtes la personne la mieux placée pour nous donner une réponse. L'implémentation de la Convention russe dans la loi suédoise. Mats Goldstick dit que lorsque la Russe a été signée, la Suède avait quelques réserves sur les articles 9.1 et 9.10 sur l'accès à la justice. Et ces réserves sur l'article 9.2, on n'en parle pas du 9.1, de l'article 9.1, disant qu'il n'est pas possible pour les citoyens et les ONG d'aller en cour de justice pour un accès à l'information en ce qui concerne l'information, les procédures législatives à l'intérieur du gouvernement, de création de lois. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions qui ont été soulevées? Oui, il y en a maintenant. Laissez-moi les lire. Alors, quelqu'un nommé Sheila demande comment est-ce que c'est possible qu'on incorpore les trois piliers de la Convention Aarhus si les lois dans le pays sont différentes de ce que défend la Convention Aarhus? Pensez-vous que la Suède n'a pas appliqué correctement la Convention russe? En fait,
la Cour suprême a conclu, lorsqu'elle a dû gérer l'appel des organisations environnementales, eh bien, c'est vrai pour le moins, d'après le procès-verbal et d'après les lois européennes, si la Suède n'a pas mis en œuvre toutes les dispositions de la Convention Aarhus dans la loi suédoise, alors cette Convention Aarhus reste valide quoi qu'il en soit. Donc, c'est un autre exemple en ce qui concerne l'information venant de SKB. Dans ce cas-là, il est possible, dans ce cas-là, vous pouvez amener les questions jusqu'à la Cour suprême administrative. Et il est possible que on aille jusqu'à la Convention Aarhus pour que toutes ces dispositions soient respectées en tant que base pour accepter davantage de questions. L'information de SKB est très difficile à obtenir en ce qui concerne les questions environnementales. Donc, on pourrait, dans un autre procès ou dans un autre cas, aller jusqu'à la Cour suprême administrative. C'est une possibilité d'obtenir de l'information. Si ce n'est pas sur une question économique, mais environnementale, pour obtenir ces données de SKB. Oui, pour être... Au cas où la Suède n'aurait pas mis en place... Voudriez-vous dire... Donc, les organisations environnementales peuvent agir. Et en ce qui concerne la corrosion du cuivre, cette question est sur la table du gouvernement en ce moment, parce qu'ils doivent prendre une décision sur la permissibilité, sur l'autorisation sous le code environnemental. Et si le gouvernement dit oui, il y aura une décision pour accorder un permis pour ce dépôt. Mais s'il dit non, eh bien, il n'y aura plus de questions sur le permis de dépôt. S'il n'y a pas de nouveaux faits qui sont apportés à la table de décision en ce qui concerne la corrosion du cuivre. Donc, je pense qu'actuellement, le gouvernement est en train d'examiner ces questions, de connecter ensemble toutes les données sur ce sujet très vital de corrosion du cuivre avant de produire une réponse oui ou non sur l'autorisation et la permissibilité. Oui, Ingvar, j'aimerais encore poser une question. Toute l'information nécessaire avant que le gouvernement puisse prendre sa décision définitive. Ingvar, j'ai encore un problème d'agenda. Il reste une question que j'aimerais vous poser pour avoir votre opinion avant notre pause. Ce que vous avez dit sur la Convention Aarhus, s'il n'y a pas observance de cette Convention, c'est logique de l'amener le problème jusqu'au niveau de la Convention Aarhus elle-même et voir si le juge dit qu'on est en ligne ou pas. Ah mince, note de l'interprète, je n'entends plus, Yann. Donc, c'est possible de remonter aussi haut, mais il reste une autre question. D'abord, il y a eu un complément en ce qui concerne la clarté des trois présentations. On nous dit bravo, mais il y a une question qui est attachée et on nous dit que le modèle pour avoir MKG et Milkas financé publiquement et ils produisent de l'expertise dans toutes ces différentes dans tous ces processus différents.
c'est un modèle qui... Est-ce que vous pensez que ça permet de faire d'améliorer les processus de décision et d'obtenir de meilleurs documents? Est-ce que vous recommanderiez ce modèle suédois pour être appliqué ailleurs qu'en Suède? C'est à moi que vous demandez? Oui, d'abord à vous, puis aux deux autres. Et vous avez quelques secondes. OK. Donc, ce qui est spécial avec le processus suédois, c'est que le gouvernement, d'après la Cour environnementale, c'est que le gouvernement doit prendre une position sur la permissibilité. C'est une disposition qui vient de 1975 en ce qui concerne les autres questions environnementales en réalité. Donc ça a été incorporé dans le code environnemental de nos jours. Le rôle d'MKG et Wilcas, le rôle que les ONG sont financées publiquement. Est-ce que cela aide? Oui, le gouvernement accumule l'information, collecte l'information et utilise ces données venant de ces organisations. Et tant que ce gouvernement n'a pas pris position sur la question d'accord des permis, ils peuvent toujours continuer à soumettre de leur information et leurs questions au gouvernement. Le gouvernement collecte toutes les informations et met tout sur la table avant de prendre une décision sur la possibilité d'un permis. Donc, c'est possible tant que le gouvernement n'a pas pris de décision. C'est toujours possible d'informer le gouvernement. Bien, et Bengt, quelle est votre vision sur le rôle d'MKG et Milkas dans un tel processus? Je pense que c'est bien qu'on ait des dispositions fournies pour que les parties concernées, qui disent que les parties concernées doivent être impliquées et participer. Mais comment dire cela bien? Comment faire cela bien? Ça doit changer d'un pays à l'autre, voilà. Parce que les infrastructures des pays sont différentes, pays par pays. Il y a la hiérarchie, il y a l'administration, les lois administratives. Tout cela change d'un pays à l'autre. Et cela pourrait être difficile de copier une des caractéristiques d'un pays et juste l'appliquer à un autre pays. Mais, d'une manière générale, s'il peut y avoir autant de parties concernées impliquées dans la participation, ça, c'est une bonne chose. Donc, le financement... Johan, il vous reste 20 secondes. Ma réponse brève sera oui. C'est important de commencer tôt, précocement, et réaliser que le mouvement environnemental, les ONG, ont bien d'autres questions sur lesquelles ils veulent travailler. Si vous voulez qu'ils soient présents, il faut leur donner des ressources. Et c'est ce que des gens très intelligents au gouvernement suédois ont déjà compris vers l'année 2000. Donc, ils ont d'abord été voir les communautés, puis les ONG. Et je pense que ça marche assez bien. Mesdames et messieurs, qui avaient parlé aujourd'hui et hier, merci beaucoup pour le nombre d'informations que nous avons obtenues sur les différents pays, les différentes façons de procéder. Beaucoup de ces informations peuvent nous inspirer pour améliorer les processus dans différents pays.